Téléspectateurs de la région de Gao, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Visite du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à Gao, dans la région de Gao. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités y sont 4. Le premier, Evelyne Jacques, membre du cadre des partis et regroupements pour un retour à l'ordre constitutionnel. Elle est également la présidente de la COFOR. Madame Evelyne, merci d'être sur ce plateau. Merci. Deuxième invité, Cheikh Oumar Soumano, coordinateur du Baromètre et également président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Monsieur Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Mali et de la diaspora. Et je dis aussi bonsoir à mes co-débatteurs. Troisième invité, Hamidou Doumbouya, secrétaire politique au niveau du parti Yélema. Monsieur Doumbouya, merci d'être là. Merci Barou et merci à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs. Merci à tous mes co-débatteurs. J'espère que nous ferons un excellent débat. Notre quatrième invité, Dr Ali Di Agali Wele, vice-président du BRDM, parti membre du M5 RFP. Monsieur Wele, merci d'être là. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je le disais tantôt, depuis ce vendredi 17 février, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga séjourne dans la région de Gao. Objectif, prêcher la bonne parole, la paix et la cohésion sociale au niveau de la région, étendue au reste de la région du nord du Mali. Déjà, Soumano, que vous inspire déjà cette visite de façon sommaire? Merci bien Barou pour la question. Déjà, je pense que le discours que nous avons entendu du Premier ministre, c'est un discours de rassemblement, de réconciliation, surtout de remerciement. Oui. Et ce que j'ai noté particulièrement, c'est qu'il est en phase avec le président, parce que dans tous ses propos, il dit en accord avec le président de la transition. Ça veut dire que tous les mots qu'il a prononcés, c'est des mots de remerciement, surtout de l'armée à l'endroit de la population de Gao, mais également par rapport à tout ce qui a été fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de rappels de l'histoire, notamment le fait que quand Gao était carrément occupé, et qu'il y avait seulement les femmes, les chefs religieux, les chefs de village qui sont restés et qui ont dit non justement à cette occupation. Et donc moi, en fait, ce côté de la chose m'a beaucoup plu parce qu'en fait, on sent quand même qu'il y a un discours de réconciliation. Et quand cela nous tient également, dans le discours, on a vu dans le programme, il y a beaucoup de projets de développement qui sont annoncés. Sinon, qu'est-ce qui a finalement pu motiver le Premier ministre à convaincre le président de la transition pour en tout cas effectuer cette visite? Alors, déjà, il n'a pas caché quand j'ai écouté un peu son discours. L'initiative est du Premier ministre. Peut-être que je ne sais pas trop, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais pour lui, c'était peut-être une manière de dire aussi qu'on n'a pas oublié les partis du Mali qui sont certainement un peu difficiles à gérer. Et le fait de partir à Gao, c'est assez symbolique de mon point de vue. Et quand on regarde un peu toute la mobilisation, parce que ça a été quand même une réussite, il y a eu une pièce populaire et il a été accueilli en héros. Et c'est normal parce que aussi il est dans sa région. Oui. Donc moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est assez ce côté et le discours de réconciliation, de remerciement. Ça, c'est important parce qu'on a senti sous d'autres cieux peut-être que ce n'était pas déjà le discours qu'il allait tenir. Mais là, ce qu'il a tenu, c'est rassurant. Ok. Evelyne, le Premier ministre dans la région de Gao. Bon, j'ai regardé et observé comme tout le monde son déplacement à Gao. Bon, je dirais que ce n'est pas quelque chose de truc parce qu'il est de Gao, de la région de Gao. Et il est allé, bon, j'ai vu qu'il y a eu des dons qui ont été faits, l'inauguration de certains endroits. Oui, bon, mais je vois pas. C'est vrai qu'il a fait un discours, bon, comme à son habitude, un peu populiste et tout ça. Mais bon, voilà, ça reste quand même quelque chose de normal. Un Premier ministre. Il fallait cette visite? Oui, je dirais pas que seulement Gao, dans toutes les régions. Donc, qu'un Premier ministre se rend à Gao, pour moi, ce n'est pas. Un non-événement. C'est un non-événement, c'est pas un spectaculaire. Sous le régime Ibrahim Boubacar Keïta, Boubou Cissé, qui était Premier ministre à l'époque, s'est bien rendu à Gao et même a été dans certaines localités de Gao. Donc voilà, je pense que c'est un non-événement, ça fait partie de ses prérogatives, de son travail. Ok.
Docteur, un Premier ministre du Mali en visite dans une partie du Mali, rien de nouveau sous le soleil? Et cette visite est très importante et c'est un signal très fort. Et très fort pour dire que la situation est plus ou moins sous contrôle. Oui. On a eu des visites qui n'étaient pas cadrées par les autorités maliennes. C'est ça la particularité. Et il y a eu des visites où il y a eu des incidents. Et je pense à la date d'aujourd'hui, cette visite déjà rentre dans l'histoire parce que nous sommes dans une situation vraiment très difficile. Et c'est un signal que les choses bougent sur le plan sécuritaire. Et c'est un signal aussi que nos autorités ont pu prendre certaines dispositions sécuritaires pour pouvoir assurer ce déplacement. Et même si nous savons que la sécurité n'est jamais totale, surtout dans les situations conflictuelles que nous connaissons, et il y a tous des risques. Mais à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'essentiel a été fait parce qu'ils sont déjà là-bas. Et ce que nous pouvons retenir dans cette visite, il a mis l'accent sur le rôle des autorités traditionnelles. Et vous le savez, les autorités traditionnelles sont les plus importantes dans la communauté et qui ont résisté par rapport à toutes les tentatives conflictuelles. Et cette reconnaissance est vraiment réconfortante. Et le fait d'aller, et c'est ce que tous les Maliens doivent faire, et sur tout le territoire, en fait, on ne doit pas laisser les autres pour compte. Et on doit les rendre visite, montrer que nous sommes solidaires et que nous comprenons leurs préoccupations. Et ensuite, aller les voir, ça les réconforte. Et c'est pour aussi s'enquérir de certaines réalités du terrain, avoir la réalité. Et vous savez, au Mali, il y a certaines voix, il y a certaines autorités, ils ne savent même pas. C'est vrai que c'est sûr, ils sont partis par des vols spécialement, mais dans la pratique, nous avons des zones vraiment difficilement accessibles. Non. Et c'est bon que les autorités se déplacent souvent pour voir certaines réalités du terrain. Ok, docteur l'a dit tout à l'heure, le Premier ministre est souverainement parti à Gao parce que son voyage a été encadré par les forces armées maliennes. Déjà, cela constitue une particularité dans le contexte malien. Oui, les forces armées peut-être l'ont accompagné en l'air, il est parti en hélicoptère, je crois bien. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit saluer cette visite. Parce que le chef de l'administration qui se déplace sur une partie du territoire pour aller s'enquérir de la façon dont travaille l'administration, il n'y a rien de plus normal que cela. Le Premier ministre doit être salué pour cette initiative parce que c'est son rôle et c'est son travail. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle régulièrement depuis 10 ans, 15 ans, c'est le caractère festif des visites. On parle de liesse populaire, on ferme les écoles, on demande à l'administration de cesser de travailler pour aller accueillir un Premier ministre qui est venu pour accomplir sa mission. Ces genres de visites, ça doit être des visites de travail, avec des techniciens, les directeurs régionaux, que chacun se retrouve, qu'on discute des problèmes réels de la région. Qu'est-ce qui ne va pas pour telle direction, qu'est-ce qui ne va pas pour tel service, et essayer de trouver des arguments techniques à tous ces problèmes-là. Mais il ne sert à rien de faire sortir les enfants, faire du folklore, alors qu'en réalité, les enjeux sont énormes. Donc pour moi, c'est une opportunité de discuter avec les citoyens. J'ai entendu qu'il va y avoir une rencontre avec les forces vives, ça c'est important. Mais il faut un travail avec l'administration, un travail technique, dans lesquels on va ressortir avec un plan. Voilà, tel dossier est bloqué à tel niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on sorte ce dossier? Voilà, c'est ces genres de visites qui sont utiles. Donc, après la visite, que les habitants de la région, que les administrateurs sachent que le Premier ministre est venu ici, pas seulement pour une opération de communication, pas seulement pour séduire telle ou telle personne, mais qu'il est venu pour faire un travail technique et que les résultats soient véritablement tangibles. Et que cette fois-ci, les promesses qui seront prises, que ces promesses soient tenues. Voilà tout ce que l'on souhaite. Pour lui, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de concurrence. Nous aimons notre pays et nous voulons tout simplement que notre Premier ministre, qui joue pleinement son rôle et qui continue véritablement à être efficace. C'est l'efficacité qu'on leur demande, pas la démagogie, pas le populisme. On veut l'efficacité dans les actions, la gestion axée sur le résultat. C'est sur ce terrain qu'on les attend. Nous venons justement d'apprendre que des étapes de cette visite viennent d'être annulées pour raisons sécuritaires. Déjà, donc Soumano, on parle de l'étape d'Ansongo et de Bourem qui ont été finalement annulées pour raisons de sécurité. Alors, bon, comme je n'ai pas encore lu le communiqué officiel du gouvernement, donc j'ai vu effectivement sur les réseaux
quelques raisons ont été avancées. Mais même si, d'aventure, c'est pour des questions sécuritaires que le reste de la visite, enfin, ce qui était prévu d'être fait à Ansongo et Bourem aurait été annulé pour des questions sécuritaires. De mon point de vue, moi, je pense que ça veut dire que les services de renseignement ont fait un travail remarquable. Vous savez, on se rappelle encore, il y a quelques années, un scénario bis était là. Je pense qu'on a déploré le fait que les informations données n'ont pas été suivies. Et on a vu ce qui s'est passé après. Donc, pour éviter ce genre de situation... Vous voulez parler de 2014 déjà, bon, hein? je rappelle juste une histoire qui a été faite. Donc là, de mon point de vue, je pense qu'il y avait aussi ce genre d'alerte. Mais à l'époque, on n'a pas peut-être pris ça au sérieux, on est parti. Et on a vu ce qui s'est passé. Pour les téléspectateurs non maliens, peut-être vous parlez déjà de cette visite de l'ancien premier Moussa Mara à l'époque. Bon, je ne voulais pas citer de nom, mais moi je rappelle... C'est des faits historiques qui sont là. J'ai dit, je rappelle une situation similaire. Oui. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est pour ça que j'ai dit, pour le moment, je vais maintenir à un communiqué officiel du gouvernement. Pour le moment, il n'y a pas eu de gouvernement qui est prononcé, on a vu des choses. Et si, d'aventure, c'était pour des raisons sécuritaires, pour moi, c'est bien, parce que les services de renseignement doivent être salués. Ça veut dire que les services de renseignement ont donné des informations. Et vous savez, aujourd'hui, le Premier ministre n'est pas que le Premier ministre. Il y a d'autres membres du gouvernement. Et moi, j'ai compté 7 membres du gouvernement. Oui. Et donc, ça veut dire, s'il y a des risques certains aujourd'hui que... parce qu'on ne maîtrise pas, peut-être, je ne sais pas quelle est la nature de l'information, encore une fois. Oui, mais est-ce que cela ne va pas venir contredire cette thèse de montée en puissance de l'armée, par exemple? Non, il n'y a pas de sécurité zéro. Il n'y a pas une sécurité zéro. Ça, je peux vous dire, aujourd'hui, on a vu le Sénégal, le pays le plus stable, il y a eu jamais de coup d'État, où on a même pu empêcher un non-paysan d'aller faire son meeting. Donc, pour dire, ça c'était dans un quartier à Dakar. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'insécurité zéro. Mais encore une fois, je ne peux pas... Vous saluez déjà la sagesse de cette décision. De mon point de vue, moi, je pense que le fait qu'on se soit retenu, qu'on ait annulé, c'est bien, parce qu'au moins, on a préservé des pertes en vie humaine. Evelyne, nous apprenons que l'étape de Bourem et d'Ansongo, en tout cas, ont été finalement annulées. Oui, déjà pour moi, c'est une très mauvaise communication. Parce que déjà, si le Premier ministre devait se rendre à Ansongo et à Bourem, ça devait déjà être regardé, observé, savoir si c'était possible bien avant l'annonce. Donc, sécuritairement, si le déplacement était possible. Mais imaginez que des populations comme Bourem et Ansongo est enthousiastes que le chef du gouvernement se déplace sur le terrain pour venir les rencontrer et tout, ce qui est quasiment très, très rare. Et qu'à finalement, on dit que bon, c'est pour des raisons sécuritaires que le Premier ministre ne va pas se rendre. Ça joue un peu sur le moral de la population qui, pour eux, un Premier ministre qui se déplace et qui a quand même fait... Il fallait y aller coûte que coûte. Bon, je ne dirais pas qu'il fallait y aller, mais quand même, il fallait prendre des précautions avant d'engager le processus, au fait. C'est-à-dire chercher à savoir... Sauf que la donne peut changer à tout moment. Oui, même si la donne peut changer. De toute façon, comme il a dit, les services de renseignement, même si la donne change, elle ne changera pas du jour au lendemain de vert jusqu'à rouge, quoi. Oui. Donc ça, c'est clair et net. Donc je pense que... Vous ne comprenez pas la décision d'annuler? Non, moi, je ne comprends pas. Et je pense que c'est aussi l'avis partagé de beaucoup de ressortissants de cette zone que j'ai vu des interactions sur les réseaux sociaux qui disaient qu'ils étaient là, ils voulaient quand même accueillir le Premier ministre et que malheureusement, pour des raisons d'insécurité, quand même, eux, ils sont sur le terrain et vivent dans cette situation que le Premier ministre ne puisse se déplacer. Et pour moi, je pense que c'est une très mauvaise communication de la part du gouvernement et que c'est un faux pas politique que le Premier ministre a fait par rapport à cette annulation. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, c'est mieux de prendre des précautions que d'aller tomber dans une embuscade ou autre chose aussi qui serait déplorable. D'accord. Docteur, nous apprenons que le Premier ministre n'a finalement pas pu se rendre et à Ansongo et à Bourem. La fausse note de cette visite? Vous savez, en matière de sécurité, il faut savoir analyser les faits. La sécurité, elle est holistique. Et je n'ai pas le communiqué officiel, parce que la sécurité, il y a plusieurs paramètres. Est-ce qu'on a donné Sauf qu'il devrait y aller aujourd'hui. Ce qui est constant, il n'a pas été... Est-ce qu'on a donné les détails? Parce que même l'Achata, même lui-même, sa santé peut être une sécurité. Vous savez, il y a beaucoup de paramètres quand on parle de sécurité. Et le fait de maîtriser l'information et d'annuler et d'aller dans cette logique, elle est très importante. Et vous savez, une autorité, c'est une autorité. Oui. Une autorité, c'est une autorité. On ne peut pas banaliser une autorité et la confondre avec la masse. Oui. Il y a certains qui peuvent se déplacer n'importe quand, n'importe où, personne ne les en veut.
Et par contre, une autorité, c'est une cible facile pour certains. Et en la matière, on doit les protéger. Ce n'est pas pour rien qu'on met tout un protocole pour protéger certaines personnalités. Et en la matière, la sécurité est renforcée. Et vous savez, quand il y a une autorité dans les pays développés qui viennent, même dans nos pays, regardez quels sont les outils utilisés, quels sont l'armada mis en place. Imaginez une autorité américaine venir à Bamako. C'est en ce moment que vous allez comprendre comment la sécurité est importante. On ne minimise pas les petits détails parce que tout est catastrophique quand on perd une autorité. Le pays peut basculer à travers certaines situations d'incident. Et pour ce cas, je pense, je dirais tout simplement, les autorités peut-être de la sécurité ont joué leur rôle. Parce qu'avoir l'information aussi fait partie de la sécurité. Il ne faut pas forcément que les gens se rendent parce que c'est un agenda. Un agenda, on peut changer à tout moment. Et c'est pourquoi même une autorité, tu dois suivre les protocoles de ton équipe. De l'équipe de sécurité qui doit te demander si tu dois te déplacer ou pas en fonction de certaines réalités. Mais l'idéal, c'était que vraiment cette situation puisse être maîtrisée, mais on ne peut jamais maîtriser à 100%. Amirou, sur cette annulation. Bon, moi je dirais ce qui est plus sage, ce qui a été sage pour le Premier ministre, c'est d'avoir été sur le terrain. Parce que sur le terrain, quand tu vas sur le terrain, ça t'évite à faire des déclarations pour dire que le Mali est présent sur l'entièreté de son territoire. Ça t'empêche d'avoir des jugements sans voir sur le terrain. Je suis sûr qu'au retour du Premier ministre de Gao, il ne va pas tenir les mêmes propos qu'il tient. Cette situation doit nous amener à plus d'humilité et plus de travail pour nous dire que nous avons encore des enjeux sécuritaires encore plus grands et que nous avons des citoyens dans ces zones qui vivent les mêmes difficultés que le Premier ministre peut-être s'apprêterait à vivre. Donc, savoir raison garder, parler avec plus de retenue et surtout voir éventuellement que nos citoyens vivent dans les difficultés et que certains propos, quand ils entendent souveraineté retrouvée, on a retrouvé l'entièreté de notre territoire, ceux qui vivent ces difficultés peuvent mal le prendre. Donc aujourd'hui, je me mets à la place du Premier ministre, c'est vraiment difficile pour lui, c'est sa région, il n'a pas pu se rendre dans sa localité, à sa place, ça m'attristerait. Et quelqu'un qui n'a pas pu aller dans son village. Vous auriez forcé la porte, par exemple? Non, je n'aurais pas forcé, mais j'aurais été triste à sa place. Oui. Parce que j'ai déclaré que le pays est sur toute l'étendue du territoire. J'ai fait des déclarations, des communications pour montrer que tout va bien. Et si ça ne marche pas, à la dernière minute, ça peut décevoir. Et je compatis à cette douleur, à sa douleur, à la douleur de tous ceux qui vivent ces difficultés-là, à la douleur de tous ceux qui souhaiteraient voir leur Premier ministre, à la douleur de ces gouverneurs qui sont en train de quitter ces villages d'insécurité pour venir rejoindre le Premier ministre à Gao avec tous les risques et pouvoir échanger. Je pense qu'il est important qu'on se rende compte de cette difficulté-là. Maintenant, ce qui est sage, comme on parle des services de sécurité, ce qui m'inquiète, c'est que c'est les gouverneurs, les responsables de ces localités dont le Premier ministre n'a pas pu se rendre à cause de l'insécurité, qui vont se déplacer. Comment on va les sécuriser? J'espère que des dispositions ont été prises pour pouvoir les sécuriser en venant et pour pouvoir les sécuriser en partant. Parce qu'avec de telles annonces, c'est des vies qui sont en jeu. J'espère qu'ils vont pouvoir prendre des dispositions. Je fais confiance à notre armée qui n'est pas une armée de la transition, qui n'est pas une armée du président de la transition, qui n'est pas une armée de Wele, qui n'est pas une armée politique, mais qui est une armée républicaine. Nous leur faisons confiance, nous pensons qu'ils pourront sécuriser ces citoyens. Cheikh Oumar, à l'image de Hamidou, certains ne s'empêchent pas de faire un parallèle entre les discours précédents du Premier ministre et cette décision d'annulation. Bon, moi, vous savez, en politique, si tu tiens des discours pour galvaniser, certains peuvent voir ça comme étant de populisme. Mais moi, je suis adepte, je l'ai toujours dit, moi je vois le verre à moitié plein. Donc je ne vois jamais les causes négativement. Et encore une fois, je reviens sur les discours tenus. Quand le Premier ministre est arrivé, il a beaucoup motivé. Il a motivé dans le sens où, aujourd'hui, tous les gens de Gao étaient fiers. Et aujourd'hui encore, tout à l'heure, je regardais le discours quand il disait que Gao est la terre de tous les Maliens. Et ça veut dire déjà, malgré qu'il y a eu cette difficulté, il y a l'espoir. Parce que le plus important aujourd'hui, quand on vit dans des difficultés, il faudrait pouvoir apporter cette lueur d'espoir. C'est ça qui est positif. C'est vrai, on le dit, il a dit, les gens peuvent se déplacer sur tout le territoire, mais je reprends encore un pays qui n'a jamais connu de coup d'État.
Mais le président de la République ne peut pas aller sur un certain territoire. Pourtant, l'armée républicaine... Oui, mais on parle aussi de souveraineté retrouvée. Oui, mais encore, j'ai dit, s'il y a des termes qu'on utilise pour galvaniser, pour moi, il n'y a pas de problème à cela. Je ne dirais pas que c'est le mensonge. Moi, je dis, ça c'est... Je te laisse... Oui, terminez, Amédou. Vous allez réagir. Je vais juste lui poser une question. Vous aurez un temps de réaction. Allez-y. Je vois le verre à moitié plein. Si vous avez décidé de voir le verre à moitié vide, ça c'est votre choix. Moi, je considère que des propos qui galvanisent, des propos aujourd'hui même si c'est qui un apportent... mensonge. Ça, je te laisse la responsabilité de voilà. Donc moi, je vois les choses comme ça. Maintenant, comme on voit, je prends des pays qui aujourd'hui, il y a sécurité, on n'a pas de sécurité, insécurité zéro dans aucun pays du monde. Prenons notre voisin, le Sénégal, le président ne peut pas, de mon point de vue, il ne peut pas se déplacer comme il veut, aller peut-être à Casamance. Parce que dès l'instant qu'on va lui dire qu'il y a un risque d'attentat, il risquera de revoir, pourtant il n'y a pas de problème. Donc si aujourd'hui il a pris la décision de partir, et aussi c'est important, vous savez, généralement, dans les déplacements, comprenez qu'il y a 7 ministres, il n'y a pas que le Premier ministre, il y a pratiquement une bonne brochette de gouvernement. Donc, si on n'est pas... Il y a aujourd'hui les terroristes qu'on parvient généralement à atteindre l'intégrité d'une de ces personnes-là, mais même si notre armée monte en puissance, les gens vont voir, oui, on a été défaillant. Donc, et je vous dis, en théorie, en matière de guerre, la meilleure victoire en guerre, c'est d'éviter la guerre. D'accord. Ça, je vous dis. Donc, aujourd'hui, ne dites pas que c'est une question de fuite de responsabilité de mon point de vue. Personne la décision. Non. Mais vous avez dit qu'il fallait que, si on tient des propos qu'il fallait partir, moi, je considère que la décision, elle a été sage. D'accord. Dès l'instant que les services de renseignement donnent des informations et que les autorités ont pris le parti de ne plus aller d'annuler, de mon point de vue, ça c'est salutaire. Ok, d'aucuns disent également que Choguel n'a simplement fait que démontrer qu'il a bien appris de ce qui s'est passé en 2014 à Kidal par exemple. Bon, je vais... Est-ce qu'on peut faire un parallèle déjà? Non, je pense que ce n'est pas déjà le même contexte et ce n'est pas la même chose. Comme l'a dit Aminou, notamment il n'y a pas très longtemps, juste pour les vœux de Nouvel An, on a entendu le Premier ministre qui fièrement... Sinon, dans tous les deux cas, les renseignements avaient donné des alertes, hein? Oui, ben, c'est comme je dis, c'est pas le même contexte, l'histoire de Kidal et de Gao. Donc voilà, je ne ferai pas de comparaison. Visiblement, vous ne voulez pas gêner votre voisin. Non, allez-y. Je ne cherche pas à gêner, mais je dirais que ce n'est pas la même chose. Oui. Et parce que je pense que le Premier ministre à l'époque n'avait pas dit aux Maliens que la sécurité était à Kidal à un certain niveau. Je ne me rappelle pas que Moussa Mara aurait dit ça. Et après, après se rendre là-bas et après dire, bon, voilà, ce n'est pas le même contexte. Oui. Nous, on a entendu notre Premier ministre Choguel dire devant le monde entier que la sécurité était partout sur le territoire. Oui. Donc moi, je dis, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le chef de l'État, qui est quand même un colonel, qui est quand même un militaire qui a fait le terrain, n'a pas tenu ses propos pendant son discours de Nouvel An. Donc quand nous entendons un Premier ministre le dire en tant que civil, même s'il a fait, il est réserviste et tout, mais qu'aujourd'hui il va à Gao qui n'arrive pas à arriver même dans son propre village. Donc ça montre que, comme Amidou l'a dit, ben, ça lui-même le fera travailler pour dire que le discours populisme n'amène nulle part et qu'aujourd'hui il est face à une réalité qu'il doit affronter et devant sa propre communauté parce qu'il est de la région de Gao. Donc si c'était dans une autre région, oui, mais devant sa propre communauté, que lui-même il n'arrive pas à arriver là-bas, c'est quand même très, 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 très décevant. Docteur, le Premier ministre rattrapé par ses propos? Et je dirais non. Vous savez, un homme, il faut toujours s'assumer. Il a une fonction qui l'oblige à tenir un langage de confiance, un langage de motivation, d'assurance. Et souvent, il ne faut pas analyser tous les propos. Et vous savez, la communication elle est très difficile. Et souvent, en s'exprimant, on a toujours une autre lecture. Et surtout quand on a dans un pays divisé où les gens n'ont pas forcément la même perception, et forcément, on va interpréter d'une autre façon. Et ce qu'il a tenu, ça n'engage que lui-même. Oui. Et ça, c'est des aspects. Et comme je l'ai toujours, les questions sécuritaires, on n'a jamais la maîtrise à 100%. Et pour moi, ce n'est pas une faiblesse. Et ce qui s'est passé, pour moi, on n'enlève en rien cette qualité quand on dit la sécurité est partout au Mali. Il y a des gens, ils dorment aujourd'hui à Bamako, comme on dit dans la rue, ils les arrivent. Parce que ce n'est pas la cible de ceux qui veulent faire du mal. Il y a des gens, ils sont à Gao, ils dorment tous les jours, personne ne les inquiète parce qu'ils ne sont pas la cible de ceux qui veulent faire du mal. Et
Et une autorité, on n'a pas les mêmes types de risques et les mêmes types de mélanges. Oui. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et dans leur situation, c'est pourquoi on n'a pas tous les éléments. C'est quand on aura les éléments en détail, analyser les risques, l'ampleur de ces risques, on pourra mieux comprendre ce qui s'est passé. Et pour moi, le fait de dire que le Mali est dans un contexte où la sécurité est retrouvée, bon, ça c'est des jugements, chacun a son interprétation. Voilà, ça c'est chacun a son interprétation. Nous savons que même dans les pays développés, on n'a pas la sécurité à 100%. Il n'y a pas lieu de faire un parallèle entre... Aux États-Unis, les gens sont assassinés tous les jours. Oui. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et surtout dans le contexte où il y a des conflits djihadistes, etc., on ne peut pas maîtriser les petits détails. Et pour moi, c'est de voir un peu de façon vraiment modérée et cette analyse de la perception du PM et l'amener à sa juste valeur. Quand on dit qu'il n'y a pas de risque, c'est faux. Il y a un risque à tous les niveaux. Il a été inspiré par l'histoire de Kidal. Non, pour moi, c'est une volonté d'affirmer, c'est une autorité. Il doit donner l'assurance à la population. D'accord. Et donner l'assurance ne veut pas dire mentir. Voilà. Et la vérité, personne ne tient la vérité, parce que souvent chacun essaie d'analyser avec ses paramètres de perception. Et ensemble, nous devons être tolérants par rapport à certains propos et essayer d'aller vraiment à l'essentiel par rapport à ces questions. Amirou, vous demandiez à réagir. Bon, moi, je voulais un peu répondre à M. Soumano, qui est le président des jeunes patrons, je crois bien, qui n'est pas politique, qui est président de Baromètre, je crois bien, qui n'est pas politique, coordinateur de Baromètre, qui n'est pas politique. Je voulais juste m'assurer que ce n'était pas des structures politiques. Dans un contexte de ce genre, ce qui peut plus galvaniser, c'est les actions que les discours. Parce que vous avez beau tenir des discours démagogiques, populistes, la réalité du terrain finit toujours par vous rattraper. La meilleure façon de galvaniser les Maliens aujourd'hui, c'était qu'aujourd'hui on sache que notre Premier ministre est parti à Gao et que le programme avait été respecté. Ça allait nous galvaniser. On allait applaudir pour dire que la sécurité est de retour sur toute l'étendue et sur cette partie de notre région. Nous sommes des patriotes. Nous aimons notre pays et nous souhaitons que la sécurité revienne. On allait s'en réjouir. Mais moi, ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que j'allais forcer à partir. Ce que j'ai dit que c'est une leçon qui doit nous amener à plus d'humilité. C'est une leçon qui doit nous amener à nous remettre en question qu'on a encore des enjeux sécuritaires à résoudre. C'est une leçon pour dire que tout ne doit pas être politique, tout ne doit pas être politisé. On prend des gens qu'on met dans l'avion qui ne sont pas membres ni du cabinet de la primature, ni membres du gouvernement. Ça doit être des leçons. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça n'a pas eu lieu. Il y a aussi des adversaires politiques du Premier ministre qui prennent pour s'en moquer parce qu'ils ont politisé le déplacement. Ce n'est pas un déplacement politique, c'est un déplacement technique pour résoudre des problèmes techniques. Et je suis désolé, ça m'étonne qu'un scientifique comme vous puisse tenir des discours aussi cléments. Le scientifique, c'est le raisonnement. C'est clair, il ne s'agit pas de voir le verre à moitié vide ou plein, mais c'est des raisonnements scientifiques. Pour moi, dire des propos qui galvanisent, les actes galvanisent plus que les paroles. Et les paroles populistes surtout, ça finit toujours par rattraper leur hauteur. Nous devons en tirer les leçons parce que ça a rattrapé certains hier. Et j'espère que ça ne va pas rattraper pour ceux qui parlent de Kidal. Nous sommes très heureux de savoir que certains en tirent des leçons. Il y a des faits historiques. Les faits historiques sont faits pour que les gens en tirent des leçons et ne commettent pas les mêmes erreurs. Et si on commet les mêmes erreurs, ça veut dire qu'on perpétue dans l'erreur. Donc ce qui est important aujourd'hui, ce que Wele a dit, ça se fait à Dakar, ça se fait aux États-Unis. Moi, ce n'est pas des exemples que je suis malien. Je veux le meilleur pour mon pays. D'accord. Je suis ambitieux pour mon pays et c'est pour cela, je veux plus. D'accord. C'est pourquoi je critique pour que mes dirigeants se surpassent. Il n'y a aucune animosité, il n'y a aucune adversité et il n'y a pas d'opportunisme dans mon discours. C'est sincère, très sincère. Pendant que le Premier ministre séjourne dans la région de Gao, les appels se multiplient pour réclamer la candidature de l'actuel locataire de Koulouba. Il s'agit du colonel Assimi Goïta à l'élection présidentielle de 2024. Soumano, d'aucuns parlent déjà des appels suscités. Ces appels sont-ils suscités ou spontanés? Merci bien, Barou. Mais avant de répondre à cette question, oui, je voudrais bien m'assurer que Yelemat ne change pas aussi. Yelemat. Jamais. Très bien. J'espère aussi que ce n'est pas la première fois qu'on voit un discours tenu par un responsable de la trempe de Yelema et qui l'a rattrapé.
Parce que quand on a vu quelqu'un qui défend le prix de l'avion devant l'Assemblée, et en tant qu'expert comptable, j'espère que... Je finis. Vous faites bien de l'écoute politique. Je termine. Vous avez un grand cabinet dans le militantisme politique. Vous avez écouté religieusement. Non, c'est un conseil que je donne. Il a de l'avenir dans le militantisme politique. Écoute, encore une fois, j'espère que le baromètre, comme on le dit, on a le choix de voir le verre à moitié plein. Et c'est bon. Ça, aucunement va voir n'importe où. On ne peut pas nous imposer une règle de conduite. Ça, c'est clair. Et donc, c'est que nous considérons aujourd'hui le discours que le Premier ministre tient. Je ne parle pas de Choguel, je parle du Premier ministre. Et nous, on considère que c'est la galvanisation. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous donnons des trophées. Souvent, des gens nous posent des questions. Pourquoi telle personne a été distinguée par nous? Parce que nous considérons que nous voyons le côté positif de la chose. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je veux aussi me rassurer que désormais, Yelema ne va pas changer. Parce que Yelema, son nom, ça nous prépare à changer. Maintenant, pour revenir à la question. Et, vous savez, moi, je ne vois pas de débat par rapport à je ne vois pas l'opportunité. Vous savez pourquoi? Parce que appel à la candidature aujourd'hui, le fait de dire que je suis candidat là, en fait, on est candidat à la candidature. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que être candidat à la candidature, aucun texte au Mali n'interdit. Je peux dire je serai candidat à la candidature. Sinon, le fond de ma question, c'était de savoir si ces appels-là étaient spontanés ou s'ils étaient suscités par le bénéficiaire de ces appels. Moi, ce que je revois, c'est que je ne sais pas, parce que contrairement à ceux qui pensent, je ne suis pas politique, je ne suis pas dans l'arène politique, je ne sais pas. Mais ce que je vois, j'essaie de voir toujours une chose. J'ai vu un groupe de personnes qui auraient demandé à ce que le président Assimi soit candidat. Mais avant ça, ces appels à candidature, ça sinon, ce n'est pas au conditionnel, hein? Non, j'ai vu ce que j'ai vu. Oui. Et ensuite, avant ça, il y a 2 ans, il y avait un autre qui s'activait pour ça, aujourd'hui, qui n'est plus dans l'arène politique, qui a été carrément qui a été débarqué. Donc, est-ce que ceux qui le font... Si vous parlez d'Issa Kaoudim, il est toujours président d'un parti politique. Oui, mais il est... Mais de facto, il est dans l'arène politique. Quand on lui pose la question, je l'ai écouté sur un plateau, quand on lui posait la question, mais pourquoi il s'opposerait aujourd'hui à cette demande de candidature, il dit que les choses ont évolué. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, j'estime que c'est peut-être des personnes qui le font pour se rapprocher du président. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, je prends les gens au mot. Jusqu'à preuve du contraire, depuis du temps de Kaoudim jusqu'à maintenant, le président Assimi n'a rien dit. Mais on attend de voir parce qu'en réalité, il y a un processus qui est engagé. Et comme je l'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, quand il va dire qu'il est candidat, on considère qu'il est candidat à la candidature. Et être candidat à la candidature n'est pas être candidat. Parce qu'après, il y a le processus de la Cour suprême où tu peux déposer tes dossiers et c'est la Cour suprême aujourd'hui qui va décider qui est candidat. Donc jusque-là, le débat de mon point de vue, il est important. Est-ce que la persistance de ces appels à la candidature du colonel Assimi Goïta vous inquiète au niveau du cadre des partis pour un retour à l'ordre constitutionnel? Bon, déjà, je ne parlerai pas ici au nom du cadre, parce que je suis peut-être mitigée par rapport à cette question, parce que si tu vois aujourd'hui que les gens parlent beaucoup de candidature de Assimi Goïta, c'est parce qu'il n'y a rien en face, au fait. Il faut qu'on se dise la vérité. La classe politique, elle est inexistante sur le terrain. Et il faut être sur le terrain pour le savoir. Aujourd'hui, j'ai même honte, moi, de dire aux gens que je suis politique, parce que tellement ce qui s'est passé avec nos aînés, on a vu en 2020 les premiers responsables du régime, Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, c'est eux qui ont laissé le régime tomber pour des intérêts personnels, parce qu'ils pensaient voir l'herbe plus verte ailleurs. On a vu aussi aux premiers abords, quand la transition a commencé, quand certains criaient l'homme le plus grand patriote, l'imperturbable, qui était là, aujourd'hui, parce qu'ils sont plus aux affaires, il vient s'arrêter devant ce peuple malien pour dire encore que se victimiser. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ce peuple attend de la classe politique? Une classe politique qui change de veste parce que ses intérêts n'y sont pas. Donc, aujourd'hui, c'est forcé que la population voie en ces militaires un avenir. Parce que nous avons échoué. Il faut qu'on accepte ça. Nous avons échoué et je pense que cette nouvelle génération que nous sommes aussi confrontés à ça. Parce que le fait qu'on nous voit avec nos aînés qui ont mal fait,
on nous frappe aussi avec le même bâton. Et moi, je pense que la nouvelle génération doit se prendre en main. Vous comprenez ces appelants à la candidature? Je les comprends parce que je suis sur le terrain aujourd'hui, beaucoup plus que ces partis politiques qui parlent à la télé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur le terrain, en contact avec les gens, et j'écoute. Même aujourd'hui, j'étais dans une des quartiers les plus populaires en commune 6. J'ai discuté avec des gens, et la manière dont je les entends parler, au fait, ils ont espoir sur ces militaires parce que nous, là, ils nous ont classés carrément. Donc, comme il n'y a pas de répondant en face aujourd'hui, l'image que recherchent les Maliens, ils ont perdu ça à la classe politique. La voie est royalement tracée pour une éventualité de la candidature d'Assimi. Oui, maintenant, constitutionnellement ou juridiquement, elle peut être possible ou pas, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, je comprends les appels à candidature de ces personnes, même si la délégation de Ségou n'est pas une délégation, pour moi, en tout cas crédible pour parler au nom de Ségou. Mais je pense que ce qui se passe sur le terrain, ces gens que j'entends tous les jours dire que oui, on veut qu'Assimi soit candidat, mais je crois que c'est fondé parce que nous avons carrément baissé les armes. Docteur, vous avez la même lecture que votre vis-à-vis? Vous savez, le fait de susciter la candidature d'un président, ce n'est pas une première au Mali. Et ça ne sera pas une dernière. Et il faut juste comprendre, comme on dit, les hommes maliens, l'homme malien, surtout les hommes politiques. Et ceux qui parlent de susciter cette candidature, l'appel à cette candidature, ils ont l'habitude. Ils courent toujours derrière les autorités. Ils courent toujours derrière les autres pour avoir quelque chose à manger. Et quand on a cette pratique, on voit le mal quelque part. Et vous savez, avant cette période, il y a eu des cas similaires, des gens qui ont suscité cette candidature. Et il y a des gens aussi qui avaient suscité, il y avait des préparations même pour d'autres qui n'ont même pas eu le temps d'émerger, qui sont toujours au Mali, qui étaient des autorités dans certains gouvernements. Les gens se sont réunis pour qu'ils soient candidats. Mais ça n'a pas marché parce qu'ils ont vu que peut-être ils n'ont pas assez de chance. Et au Mali, il faut être vraiment fin pour comprendre le comportement malien. Les gens cherchent toujours la direction du vent. Et c'est ce qu'on doit arrêter, malheureusement. Et ceux qui font l'appel, je ne sais pas leur motivation, c'est qu'ils savent. Mais il faut savoir analyser. Il y a certains qui le font, peut-être ils pensent probablement, peut-être c'est le bon choix. Probablement. Peut-être pour créer les conditions. Peut-être d'autres le font pour leur propre fin. Et ce n'est pas exclu, comme on a vu dans le pays plusieurs fois. Mais pour moi, le plus important, c'est d'aller à l'essentiel. Assimi est présent aujourd'hui, quand il venait, il n'a pas demandé l'avis des Maliens. Il n'a pas demandé l'avis des Maliens. Au moins, il décidait... Il peut être candidat aussi sans demander l'avis des Maliens. Il n'a pas demandé, c'est pour dire... Ça, c'est des questions sur lesquelles on ne doit pas demander pour le moment parce que ça va susciter des décisions qui n'ont pas trop de sens pour moi, à mon avis. Sauf qu'on a la charte qui est là, qui interdit aux autorités en charge de la transition. Souvent, les gens créent des débats pour d'autres fins. Oui. Pour moi, ce n'est pas le moment parce qu'il ne s'est pas prononcé. Il est là dans son, comme on dit, dans sa fonction actuelle. Et comme ça a été toujours le cas, ce n'est pas la première fois. Même un moment, au temps d'ATT, il disait qu'il n'allait pas de candidat. Même quand on a posé la question, après, il s'est porté candidat. Même s'il y a la complicité encore des hommes politiques par rapport à ces scénarios. Et je pense qu'on doit être prudent par rapport à cette analyse pour ne pas basculer parce que personne ne détient cette vérité absolue et chacun essaie d'interpréter, d'analyser à sa façon. Et je ne pense pas à la date d'aujourd'hui que c'est peut-être le président en fonction qui va demander de susciter. Ça peut être d'autres couches, comme je l'ai dit, ça peut être d'autres personnes, d'autres organisations, ce n'est pas exclu, mais il faut savoir d'où viennent peut-être ces différentes réactions. Ok. Même si l'information a été démentie par certains Ségouviens, nous apprenons que Ségou demande appel à la candidature du colonel Assimi Goïta. Vous savez, M. Barou, dans notre pays, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une première. C'est à celui qui dirige et aux autorités d'être assez lucide. Et si j'étais à la place du président de la transition, Assimi Goïta, qui se trouve être aujourd'hui l'aîné de la famille sans en être le plus âgé, j'allais me remémorer de ceux qui demandaient à Amadou Toumani Touré de continuer, qui disaient qu'ils allaient mourir pour lui. Il y a certains même qui ont rempli le stade omnisport Modibo Keïta, et là, je vous rappelle que ce n'étaient pas des politiques, c'était des commerçants, et qui ont même donné de l'or au président Amadou Toumani Touré pour lui montrer que les gens le soutiennent. Pour vous dire encore que tout le problème n'est pas politique. Les politiques font partie du problème. Il allait se souvenir de cela et qu'ensuite ATT est tombé sans que ceux-ci ne viennent le secourir. Si j'étais à la place du président Assimi, j'allais me remémorer encore de ceux qui sont partis en plein 20 heures de journal TV pour dire que quand le soleil apparaît,
Lorsqu'on est même sous sa tente, les réunions nous parviennent pour montrer qu'à Ibeka qu'il était omnipotent et qu'il était puissant et que ses adversaires ne pouvaient rien lui faire de Sinon, mal. cette phrase est du Premier ministre actuel. Bon, de toute façon, moi, porte-parole du gouvernement. À l'époque, après, oui. L'histoire, on le sait. Oui. Quand Ibeka est parti, ceux qui l'ont fait partir, c'est là. Mais alors que c'est ceci qui montrait qu'il était le plus puissant. Le président de la transition, en sachant que ça fait partie de ses proches, doit en tirer les conséquences. Il n'y a pas longtemps, il y a certains qui disaient que le président Assimi était imperturbable et que la charte de la transition n'était pas un courant. Aujourd'hui, ceci se retourne encore contre lui pour dire que ce n'était pas possible. Pour des raisons que tout le monde sait. Tout ça, c'est des leçons pour comprendre qu'il y a plus d'opportunistes. Et que quand vous êtes un leader, vous devez avoir la lucidité et l'intelligence nécessaire pour que ceci, ces laudateurs, ces daubeurs, ne vous amènent pas vers ce qui n'est pas possible. Et je le dis clairement, qu'il se prononce ou qu'il ne se prononce pas, la loi ne permet pas à l'actuel président de la transition d'être candidat. L'article 25 de la charte de la démocratie de l'Union africaine ne lui permet pas. La charte de la transition actuellement en vigueur ne lui permet pas. Et l'officier valeureux que je connais, cet officier respecte les lois. L'officier valeureux que je connais, cet officier respectera son serment. Nous croyons à l'intelligence du président Assimi Goïta, nous croyons en son leadership et nous savons qu'il peut comprendre et qu'il comprend le message qu'au Mali, lorsque vous avez le pouvoir, ceux qui vous entourent veulent le rester, mais souvent, ça n'arrange pas celui qui a le pouvoir. J'espère bien qu'il le comprendra. Cheikh Oumar, avec ces exemples d'inconstance de certains Maliens rappelés par Amidou, est-ce que finalement Assimi ne doit pas être circonspect face à ces différents appels à sa candidature? Bon, moi je pense que je m'en tiens à l'analyse très pertinente qu'a faite Evelyne. C'est la classe politique qui a échoué. Parce qu'aujourd'hui, elle a dit, moi je ne suis pas politique, je n'ai jamais vu Choguel, je n'ai jamais vu Assimi. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, ce qui est un fait est là. Être candidat à la candidature, les textes qui ont été évoqués ne l'interdisent pas. Ça c'est clair. Maintenant, nous avons notre, comme il a dit, il dit qu'il n'a pas besoin. La charte n'interdit pas ça. Je termine. Non. Être ici. candidat à la candidature. Oui. Je dis bien être candidat à la candidature. Parce que les gens oublient ce côté-là. C'est comme je me dis, je vais gagner la Coupe du Monde. Si le Mali, on est fier de notre aigle, équipe nationale des aigles du Mali, mais qu'est-ce qui nous empêche de dire on va gagner la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique? Mais il y a des préalables. Il faut d'abord les préliminaires, ensuite il faut aller aux éliminatoires. Aujourd'hui, moi je considère que cette étape, c'est des préliminaires. C'est être candidat à la candidature. Et seule la Cour suprême, de mon point de vue, la Cour constitutionnelle, excusez-moi, oui. Merci pour la rectification. Seule la Cour constitutionnelle est capable, est apte et habilitée à déterminer qui est candidat. Mais avant cela, le fait de dire je me porte candidat à la candidature, ça, aucun texte ne l'interdit. Nous rappelons à nos téléspectateurs que le colonel Assimi Goïta n'a pas encore déclaré qu'il était candidat. Il n'est pas encore, non, c'est ce que j'ai dit. Et c'est pour cela que j'ai dit jusqu'à preuve de contraire, il ne faut pas faire un procès de détention. Parce que depuis avant cette période, il y a eu des gens qui l'ont suscité. Et aujourd'hui, qui disent le contraire. Mais moi, ce que je vais dire, en réalité, pour le moment, tous les jugements qu'on est en train de dire, même les textes qu'on évoque, peuvent tomber dans l'eau dès l'instant qu'on aura une nouvelle mouture de la Constitution, et ne sachant pas ce que va dire la nouvelle mouture de la Constitution. Et imaginez que la nouvelle mouture de la Constitution dise que toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Y compris la charte. En ce moment, y compris la charte. Oui. En ce moment, j'ai l'explication ici. On va dire quoi? Et en ce moment, il peut toujours, je ne dis pas qu'il va le faire, mais s'il a toujours l'ambition de le faire, il peut se porter candidat. Le dernier mot restera à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui va maintenant invoquer les textes, soit qu'il l'interdise ou qu'il l'autorise. Donc pour nous, on est, je me point de vue, comme on dit en Bamananka, à ce stade-là, chez Nakadoro Bouroufiama, on peut observer et peut-être donner des conseils. Mais pas dire que de façon péremptoire, ce n'est pas possible, c'est possible. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. Vous aviez une réplique. Oui, moi, c'est ce que je voulais tout simplement dire. Rassurez-vous, et moi, j'ai donné un conseil à un grand frère. Maintenant, l'article 25 de la Charte de la démocratie que le Mali a ratifié et qui a une valeur juridique plus supérieure à la Constitution, dit en son point 4 de la Charte, les auteurs de changements anticonstitutionnels du gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique ni occuper des postes de responsabilité. C'est clair et net. Et le Mali a ratifié cette charte. Et le Tchad?
Non, je parle pas. Mais Je vais pas. désolé, Moi, je prends pas les mauvais exemples, mon frère. Je veux le meilleur pour mon pays. Le Tchad. Je vais vous informer. Mon livre, Les mots et les remèdes de l'Afrique, j'ai été le premier à critiquer ce qui se passe au Tchad. J'ai été le premier à critiquer le 3e mandat à Abidjan. J'ai critiqué le 3e mandat partout pour dire clairement que c'est pas parce que ça se fait mal ailleurs qu'on va le prendre chez nous. Moi, je veux le meilleur pour mon pays. Il va éviter la condescendance parce que c'est pas parce qu'on critique qu'on a fait le meilleur que je veux pour mon pays, c'est la société civile débarrassée de la politique. Le meilleur que je veux pour mon pays, c'est cette société civile qui s'assume, ceux qui donnent des trophées, qui gardent leur neutralité. C'est cette neutralité. Sinon, il a été dit aussi autour de cette table que cette candidature, on appelle à cette candidature parce qu'en face, il n'y a rien, quoi. Oui, en fait, ce qui va se passer, s'il se porte candidat, on verra s'il y a quelque chose en face ou pas. Moi, je reviens de Mopti et je sais ce que j'ai fait à Mopti. J'ai une conférence nationale le 5 mars au CICB. J'ai été à Ménaka, donner des ambulances, je fais des fourrages. C'est pas avec les fonds de l'État. Vous n'avez pas été assez vous. Le jeu est haïssable. Le jeu est haïssable. Ce que je vais vous dire, je fais face à un adversaire politique, je le comprends. Maintenant, ce que je vais vous dire, nous sommes prêts à faire face. Yelema est prêt à faire face à n'importe quelle candidature. Parce que nous n'avons pas triché notre structuration. Yelema est prêt à faire face à n'importe quelle candidature parce que c'est un parti structuré, avec des hommes de valeur, avec des cadres de valeur qui se donnent chaque jour sur le terrain. Donc, s'il y a des politiques qui ont dessus, ils ont dessus. S'il y a des membres de la société civile qui se sont laissés politiser, qui ont été des laudateurs de tous les pouvoirs au Mali, ce n'est pas de notre faute. Et ce qui arrive à notre pays, c'est une crise collective. Les politiques qui sont responsables, mais la société civile là a accompagné les politiques. Et ceux qui donnent des trophées ont donné aussi des trophées sous ATT, ils ont donné des trophées sous IBK, mais malgré ces trophées, ceux-ci ont conduit le pays là où il est. Et il est temps que les gens se remettent en question et qu'ils soient véritablement dans leur rôle et strictement dans leur rôle. Quelle attitude Assimi doit tenir face à ces appels-là? Bon, je ne peux parler à la place de Assimi, mais ce que je peux dire, c'est que jusqu'à preuve du contraire, comme l'a dit... Faut-il les écouter? Bon, je ne peux pas dire qu'il doit les écouter, dans la mesure où, comme l'a dit, la charte de la transition, jusqu'à preuve du contraire interdit la candidature du président Assimi aux élections à venir. Donc, comme on ne sait pas ce qui va sortir de la nouvelle constitution, on attend que la commission de finalisation finisse, parce que le Mali, c'est, comme on avait, c'est le... tout est possible. Voilà. Du moment que la Cour constitutionnelle a intronisé Assimi comme président de la transition, alors qu'il était vice-président et que la charte l'interdisait. Donc pour moi, je me dis que c'est le pays de toutes les possibilités. Donc nous attendons de voir cette nouvelle constitution, mais il ne faut pas moi je n'ai pas entendu ni Assimi ni aucun membre très proche en tout cas du gouvernement ou de l'État dire que Assimi est candidat. Donc je ne peux pas considérer que des personnes avec une délégation farfelue nous les respectons aussi, hein? Oui, mais c'est des Maliens aussi qui ont une opinion. Oui, ils ont des opinions, mais voilà, mais comme l'a dit mon frère ici présent, ils ont des opinions, mais opinions opportunistes. Il faut le dire que ce n'est pas des gens qui le font parce qu'ils aiment Assimi, c'est parce qu'ils voient en cette démarche une opportunité de gagner quelque chose. Peut-être certains sont sincères, peut-être. Oh bon, je doute de la sincérité, je le dis franchement. D'accord. Donc moi je pense que à ce niveau, ce n'est pas un débat, mais je peux dire seulement que oui, il y a beaucoup de rumeurs qui ne sont pas ces gens, mais des rumeurs de beaucoup de personnes qui sollicitent cette candidature. Docteur, votre dernier mot en une minute sur la même question. Et moi, je pense que je l'ai toujours dit, et quand on gère des hommes, il faut savoir les comprendre, les connaître. Et si j'ai un message fort, le Mali, on a besoin vraiment de la personne qui peut nous sortir de cette situation. Et nous souhaiterons que nous aurons cette personne. Et s'il y a un conseil à donner aux autorités, c'est de faire vraiment un travail vraiment pragmatique pour faire sortir le Mali de cette situation. Et c'est de mettre toute leur intelligence, leur savoir à pouvoir faire la part des choses. Et le mois venu de prendre la bonne décision. Et je pense, je l'ai dit, au Mali, et quand on est aux affaires, tout le monde vient. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au Démesti, on vous nomme
directeurs, ministres, vous savez comment on dit les gens qui défilent chez vous. Et ça, c'est des réalités. Et ce mauvais comportement, nous-mêmes, en tant que Maliens, on doit arrêter. Parce qu'on oblige les gens à prendre des mauvaises décisions. D'accord. Et cette mauvaise décision, c'est ce qui amène les uns et les autres à faire des erreurs. Et je me rappelle bien au temps d'ATT, je me disais, est-ce qu'il a des conseillers? À l'époque, j'écrivais tellement, je me pose la question, je voyais le Mali basculer. Et je l'ai dit X fois. Et j'ai tous les articles qui sont écrits. Même sa chute, je l'ai écrit. Et quand on est dans un pays où les responsables démissionnent, et pour avoir des miettes, et les responsables continuent à faire les mêmes réactions, je pense qu'on doit se poser la question. Et ce n'est pas surprenant, mais je demande aux autorités vraiment d'être sereins, d'aller à l'essentiel pour sortir de cette situation. Soumano, vous avez 30 secondes, pas pour répondre à... Non, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je vais juste rassurer que je pense qu'il y a des gens qui ont géré ce pays-là, qui malheureusement, leur nom c'est Yelema, mais qui n'ont rien changé, et qui malheureusement, aujourd'hui, on a besoin de créateurs de valeur. Nous, on ne veut pas des leaders au Mali, on veut des créateurs de valeur. Ça, c'est important. C'est-à-dire, le Mali Croix, c'est les créateurs de valeur. Ça ne s'agit pas de dire on change, mais on veut de la valeur créée. Et ça, c'est extrêmement important. Et le baromètre donne des trophées aux créateurs de la valeur. Donc, s'il y a des nostalgiques de ce trophée baromètre qui n'ont pas eu, c'est parce qu'ils ne changent rien. Donc, s'ils ne changent rien, ils ne créent pas de la valeur. Et s'ils ne créent pas de la valeur, ils ne recevront pas de trophée. Donc, je suis vraiment désolé. Et ceci dit, je voudrais dire tout simplement que ce qui est important et ce qui nous a rassurés, c'est un discours rassembleur. En fait, de dire je en politique, c'est haïssable. Il faudrait dire nous, mais jamais je. Abidou, vous avez 20 secondes. Moi, ce que je voulais tout simplement dire, je rêve d'un Mali rassemblé. Je rêve d'un Mali où il n'y a pas de division. Je rêve d'un Mali où la société civile joue franc jeu. Je rêve d'un Mali où les trophées se méritent, où on ne donne pas de trophées à ceux qui injurent le plus, mais pour ceux qui travaillent le plus. Je veux un Mali loin du populisme, loin de la démagogie, avec un retour à l'ordre constitutionnel et avec une sécurité qui revient. Si c'est Assimi qui peut le faire, que Dieu l'aide dans ce sens. Si c'est monsieur le Premier ministre Choguel Maïga, ce que je vais tout simplement dire, nous sommes prêts. Yelema est prêt à faire face à toutes les candidatures. Et nous sommes prêts sur tous les plans. Peut-être à soutenir certaines candidatures. Ce que je vais tout simplement dire, Yelema est prêt. Et je vous l'assure. D'accord. Evelyne, le dernier mot vous revient. Bon, je dirais merci d'abord à Renouveau de nous avoir donné la chance de changer sur ce thème et aussi à toute l'équipe et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Ce que je pourrais ajouter, c'est seulement de dire aux autorités que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller à la sécurisation totale de notre territoire qui tient beaucoup à cœur parce que je ne voudrais pas que demain, après-demain, que moi qui voudrais, parce que ma maman est de Gao, elle voudrait me rendre à Gao, à Ansongo, encore une fois, que je sois empêché d'y aller, quoi. Vraiment, merci. C'est sur cette information sur l'origine de la maman de Evelyne que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Cheikhoumar Soumano, coordinateur du baromètre et également président de l'organisation des jeunes patrons du